The Ministry of Ungentlemanly Warfare. En français, le ministère de la sale guerre. Mais mon accent était pas mal. C'est le titre de ce film sorti très récemment sur Prime Video. J'ai vu passer ça un peu au hasard. Et j'avoue que ce qui a d'abord retenu mon attention, c'est bien sûr la présence d'Henry Cavill. Oui, je suis un fanboy, qu'est-ce qu'il y a? Un film de Guy Ritchie qu'on connaît notamment pour Arnaque, crime et botanique, Sherlock Holmes, encore et surtout Snatch, les vrais savent. C'est l'histoire d'une équipe des services secrets britanniques chargée d'aller accomplir une mission délicate et explosive dans un port africain occupé par les nazis. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, le film se veut un film d'action mais aussi une comédie fraîche et décontractée. Je me suis dit c'est l'été, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut 2 heures de notre temps? On va voir ça en 2 parties, la critique sans spoil et ensuite la partie historique. Car oui, le film repose sur une histoire vraie. Et ça va être intéressant. Le synopsis, alors rapidement, on est fin 1941, début 1942. Et disons que les U-boats allemands sillonnent l'Atlantique et dominent l'Atlantique. Ils perturbent la Royal Navy, ils perturbent les convois maritimes en provenance des États-Unis et même compromettent l'entrée en guerre potentiel de ces derniers. Ce contrôle de l'Atlantique est inadmissible pour les Britanniques et donc il faut agir. Pour ça, Winston Churchill, le Premier ministre, accompagné du SOE, c'est-à-dire les services secrets britanniques de l'époque, vont décider d'un plan. Ils montent une opération visant à affaiblir l'effort de guerre allemand et pour ça ils réunissent une équipe de choc menée par Gus March Phillips dont la mission est de se rendre clandestinement en Guinée équatoriale espagnole afin de neutraliser 3 navires qui ravitaillent les U-boats. Les U-boats, je sais jamais comment on dit. Mais l'Espagne étant neutre, cette mission doit se faire dans le plus grand secret. Et c'est pour ça qu'il leur faut des têtes brûlées. L'équipe menée par Gus va être chargée, en embarquant sur un chalutier suédois, d'aller neutraliser les navires stationnés dans le port de Fernando Po, le tout de nuit dans une mission commando qui s'annonce périlleuse et explosive. Et pendant ce temps, une autre équipe va se charger de recruter des complices sur place et aussi de distraire les troupes nazies afin de préparer l'opération. Parmi eux, la belle Marjorie Stewart doit s'occuper du chef nazi Heinrich Lür, interprété par Til Schweiger. Voilà pour le scénario du film, maintenant passons à la critique et ensuite on verra ce qu'il en est historiquement. Juste avant, je vous rappelle en 10 secondes que mes cours en ligne d'Histoire de France sont toujours disponibles à moins 50% et ce jusqu'à la fin de l'été, dont mon cours sur Napoléon et celui L'Histoire de France racontée aux enfants, c'est parfait pour les familles et pour les vacances, le lien est en description. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, en ce moment je stream quasiment tous les soirs, je suis sur Elden Ring, si vous voulez me voir suer, le lien est dans la description. En tout cas, on passe des moments sympas. Niveau critique, alors, en quelques mots, le film qui se veut, comme je l'ai dit, une comédie d'action, s'inspire largement, disons très largement, chez Tarantino. Je pense que c'est une inspiration volontaire, plus un hommage, un clin d'œil, parce que sinon ce serait purement du plagiat à ce point-là. Il y a aussi un côté, Kingsman, James Bond, on va y revenir, Mission Impossible aussi. Enfin voilà, c'est très british, mais l'inspiration la plus importante, ce qui est sûr, c'est que c'est Tarantino, et particulièrement le film Inglourious Basterds qu'on a tous vu. On ressent ça au niveau de la musique, de ce côté western, de cet humour cinglant, les dialogues décalés, l'équipe de choc, la violence crue, les personnages caricaturaux, l'excentricité qui englobe tout ça. Bref, c'est du pur Tarantino, c'est du pur Inglourious Basterds. Le problème, c'est que ce film, donc le ministère de la sale guerre, disons que c'est du Tarantino, sans le génie de Tarantino. Et je dis ça alors que j'aime même pas Tarantino. Je sais que j'ai une affiche Pulp Fiction derrière, que j'ai plutôt apprécié le film, mais c'est surtout que l'affiche est stylée, c'est plus pour la déco. J'ai aussi un peu apprécié Inglourious Basterds, bien sûr, et aussi et surtout Once Upon a Time in Hollywood. Celui-là, je l'ai adoré. Mais disons que l'humour de Tarantino et la façon de réaliser, de mettre en scène, et surtout ces dialogues interminables décalés, voilà, j'aime pas. Mais ça, c'est un point de vue purement personnel. Tout ça pour vous dire que ce film essaye de faire du Tarantino, mais manque cruellement du génie de Tarantino. Parce que même si c'est pas ma came à moi, je reconnais quand même qu'il y a une patte Tarantino et ce film veut l'imiter, veut s'en inspirer, mais il ne l'a pas. Les scènes d'action qui constituent l'essence principale du film, parce que c'est quand même un film d'action et aussi une comédie. Les scènes d'action, disons la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elles ont un côté très jeu vidéo. On a notamment une utilisation abusive
et pas du tout réaliste pour le coup, des silencieux, hein, ça tire dans tous les sens. Les ennemis placés à 10 mètres captent rien du tout. On a un petit côté infiltration, hein, on dégomme les sentinelles, on attaque par derrière. C'est vraiment GoldenEye sur Nintendo 64, quoi. Vraiment, côté jeu vidéo, il y a Henry Cavill qui à un moment récupère l'uniforme d'un nazi, le mec se récupère un skin de nazi. On a Anders Larsen qui est l'un des personnages qui se bat avec un arc, hein, littéralement, il récupère des flèches sur les corps. Parce que sachez d'ailleurs que ce personnage est inspiré de donc Anders Lassen, qui lui-même était chasseur, et la légende raconte que il aurait proposé à l'armée anglaise d'utiliser son arc à la guerre. Ça a été refusé, du coup il ne l'utilisait que à l'entraînement, mais là aussi la légende raconte qu'il parvenait à transpercer un cerf avec une de ses flèches qui venait s'empaler dans l'arbre derrière. C'est pour ça que dans le film, on a ces scènes où deux Allemands peuvent être empalés par une flèche et la flèche qui se plante dans le mur derrière. Enfin voilà, je vous l'ai dit, il y a le skin nazi, il y a le côté infiltration, le mode silencieux, le mec qui joue arc, voilà, on a un mec qui joue batteuse, bref... c'est des missions de jeux vidéo, et disons que ces scènes d'action sont pas très bien mises en valeur, parce que déjà il n'y a pas d'enjeu, mais ça je vais y revenir, et surtout les Allemands, c'est des figurants. Les Allemands, les soldats allemands ne réagissent absolument pas, c'est littéralement des PNJ. Donc les scènes d'action sont là, mais elles sont molles parce que toutes les actions, toute cette action et toutes les actions qu'on voit, et même l'intrigue principale, je vais y revenir, tout ça se fait sans tension. Tout est sans conséquence, et pour reparler des scènes d'action, on a les fameuses blessures à l'épaule. Alors ça, c'est l'ingrédient magique au cinéma. Si vous voulez pas tuer l'un de vos personnages principaux, mais faire comprendre que l'ennemi en face réplique quand même un peu, il y a la fameuse blessure à l'épaule. Donc voilà pour le côté action, je l'ai dit, c'est vraiment trop jeu vidéo, mais je pense que c'était peut-être le but, hein. Mais en tout cas, disons que ces scènes d'action manquent de sel et manquent de saveur. Et côté humour, puisque ça se veut aussi une comédie, bah c'est pas très drôle. Il y a un petit... Ça se veut aussi, peut-être pas, parce que là on dépasse la frontière, on dépasse la Manche, mais ça se veut un côté OSS, mais sans l'humour OSS, encore une fois. Ce film se veut être des choses, mais au final, le résultat, c'est qu'il n'est pas grand-chose. Les dialogues sont totalement oubliables, et là, il y a une scène, par exemple, dans le train, où les deux agents du SOE discutent et parlent... extrapole à propos du menu. C'est censé être des dialogues loufoques, inspirés un peu de Pulp Fiction, de Tarantino. Sauf qu'il n'y a rien, il se passe rien, c'est plat, ça veut rien dire, c'est pas drôle. Donc les dialogues, c'est non. Côté scénario, il n'y a pas vraiment d'enjeu, ni de rebondissement, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Tout est abordé avec flegme, hein, le flegme britannique, bon ça ok, mais tout est abordé de manière... décontractée, souriante, déconnectée, on enquille les ennemis par palette de 10, il n'y a pas de résistance en face, dès qu'il y a un problème, c'est « Ah ok, bah on va faire ça, on sort les flingues, et puis tout va bien ». Il n'y a aucune tension, aucun vrai gros rebondissement. En résumé, c'est assez plat narrativement. Malgré tout, parce qu'il y a quand même des qualités à ce film, c'est visuellement plutôt joli, les effets spéciaux sont réussis, les explosions, les navires de guerre, les décors, c'est ok, surtout pour ce budget assez modeste de 60 millions de dollars. C'est coloré, oui, c'est haut en couleur, comme les personnages, enfin comme le réalisateur aimerait nous présenter les personnages, mais c'est pas tant le cas que ça, et ça peut vite fait prêter à sourire, hein, pas à rire, hein. À sourire vite fait, comme par exemple Til Schweiger, qui a un excellent casting, pour le coup, qu'on retrouve en nazi dans Inglourious Bastard. Bah là, il joue un nazi déguisé en César, quoi. C'est plutôt amusant, mais sans plus. Voilà, on passe un bon moment, sans plus. C'est divertissant. Comment je pourrais résumer ce film autrement? Le seul intérêt de ce film, c'est Henry Cavill, hein, pour ceux qui apprécient l'acteur, et aussi admirer Eiza Gonzalez. Voilà. Non mais faut le dire aussi, il faut le dire. Ah oui, je le précise parce que parfois j'oublie, et tant mieux, hein, mais côté wokisme, rien de spécial à dire. Sauf si vous considérez que le fait de tuer des nazis, c'est woke, mais ça, c'est votre souci, les gars. Et enfin, concernant la réalité historique, on a la vraie histoire des personnages qui s'affiche à la fin, et ça, c'est très appréciable, et justement... voyons ce qu'il en est. Même si, je le précise avant de démarrer, ça n'est pas un reproche que je vais faire au film. Là, je vais vous dire comment, parce que cette opération a réellement existé. Je vais vous dire comment ça s'est réellement passé, mais c'est pas un reproche que je fais au film, parce que c'est assumé de s'inspirer très librement de la véritable histoire. Allons-y. Pour ce qui est de la véritable histoire, car oui, cette opération a bien existé, et oui, cette équipe a bien existé. Alors, commençons par l'équipe. Alors, oui, c'est le SOE, donc le service de renseignement, les précurseurs
des services secrets britanniques et des forces spéciales qui ont mis au point cette opération, mais ça n'était pas le SOE. Enfin si, c'était encadré par le SOE, mais concernant l'équipe envoyée sur place, c'était une plus petite unité qui était rattachée au SOE et qu'on appelait la Small Scale Raiding Force. Désolé, j'ai dû noter, SSRF, aussi appelé Commando 62. On va l'appeler Commando 62. Un petit mot sur le SOE, les services secrets, donc dirigé par Colin Gubbins, alias M, a été créé et fortement encouragé par Churchill en 1940. En revanche, concernant Churchill, parce qu'il est dans le film, eh bien, il n'est pas directement impliqué dans cette opération précise. Parce que c'est comme ça que ça nous est présenté dans le film, j'y reviendrai. Churchill est très impliqué dans les missions des services secrets et des forces spéciales naissantes, mais pas directement dans cette opération comme on le voit dans le film. Le Commando 62 a été créé en 1941 et dirigé par Gus Marsh Phillips, interprété par Henry Cavill, donc le personnage principal dans le film. Lui aussi, Gus Marsh Phillips a bel et bien existé, tout comme les autres personnages qui l'entourent ou qui l'accompagnent, ou presque, parce qu'il y a 2-3 personnages fictifs. C'est lui qui a créé ce petit groupe d'action de choc qui sera le précurseur des SAS. En revanche, on n'est pas allé le chercher en prison, hein, comme on le voit dans le film, il nous est présenté comme un renégat, une tête brûlée. Je vais procéder comme ça, hein, je vais faire les différences entre ce qu'il y a dans le film et la réalité historique, ce sera plus simple. Un truc qui n'est pas dit dans le film, et j'ai trouvé ça surprenant, c'est qu'il a épousé, après cette opération, en 1942, il a épousé Marjorie Stewart, donc interprétée par Eiza Gonzalez, qui est une actrice britannique, actrice avant et après la guerre, mais qui a été aussi membre du SOE, même si elle n'a pas participé directement à l'opération. Autre différence avec le film, Marjorie Stewart, n'a pas participé directement à l'opération, mais il l'a épousée en 1942 et j'ai trouvé ça surprenant que le film ne nous relate pas ça parce que Hollywood est très friand d'habitude des petites comédies romantiques et des petites amourettes à 2 balles. Pour le coup, là, c'était une amourette très sérieuse et ça n'a pas été exploité. Je termine sur Gus Marsh Phillips parce que c'est quand même le personnage principal de ce film et surtout de ce service. Il est mort en 1942 lors de l'opération Aqua Tint qui était une mission de reconnaissance sur les côtes françaises, la France occupée par l'Allemagne nazie, et en plus c'est sur la plage qui sera plus tard Omaha Beach. Il s'avère que l'opération a tourné au désastre, ils ont été repérés, certains ont été capturés, d'autres tués, et Gus Marsh Phillips fait partie des soldats tombés ce jour-là. Dernière chose importante sur Gus Marsh Phillips, il a été l'une des inspirations principales de Ian Fleming, le créateur de James Bond, qui était un véritable agent de renseignement naval, mais c'est lui qui a créé James Bond, et il s'est inspiré de Gus pour créer son personnage, entre autres. Et à noter aussi que Gus, avant de mourir, puisqu'il meurt en 1942, il avait déjà écrit un petit roman en créant un personnage qui s'inspirait de lui-même et de ses opérations. Donc s'il n'était pas tombé en 1942, peut-être que Gus Marsh Phillips aurait pu être le papa de James Bond à la place de Ian Fleming, qui sait. On a parlé de l'équipe, maintenant parlons de l'opération. Qu'est-ce qui correspond à la réalité dans le film et qu'est-ce qui s'en éloigne? Cette opération, je l'ai dit, elle a bel et bien eu lieu, elle s'appelle l'opération Postmaster. Mais le film prend quelques libertés, parfois beaucoup, avec l'histoire. Et c'est normal, hein, encore une fois, c'est pas un reproche. Je suis juste là pour remettre les points sur les i. Les points sur les i du mot histoire. C'est pas mal ça comme formule, non? Alors ils ont bien pris un chalutier pour démarrer cette opération. Alors c'était pas un chalutier suédois, le Maid of Honor, mais ça n'était pas pour aller directement à Fernando Po. Là dans le film ils arrivent avec leur chalutier, non. Ils s'étaient arrêtés avant au Sierra Leone justement pour aller chercher Appleyard, qui est dans le film, c'est celui qui est en prison et qu'ils vont libérer. Et ben dans la réalité, Appleyard n'était pas du tout en prison. Là c'était l'occasion de faire une scène d'action fracassante. C'est d'ailleurs lors de cette scène que je me suis dit putain c'est un jeu vidéo. Appleyard les attendait au Sierra Leone parce que il avait été déjà envoyé sur place depuis quelques mois et les deux équipes étaient censées se rejoindre ici pour enquêter. Pour enquêter sur quoi? Et bien justement c'est au Sierra Leone qu'ils vont débuter leur recherche pour identifier, c'est ça le but de la mission, identifier les lieux de passage et d'approvisionnement des sous-marins allemands en Afrique, parce que les Allemands empruntaient les rivières africaines, notamment dans les territoires du régime de Vichy. C'est là, au cours de leur recherche qui dure plusieurs mois, dans le film c'est condensé, qu'ils vont repérer ce fameux port espagnol et ces 3 navires, dont le navire principal, la Duchessa d'Aosta. Ces 3 navires qui sont suspectés de transporter armes et munitions. Et ça c'est important de le dire parce que dans le film, ces navires ont une importance capitale sur les U-boats
alors que pas du tout. En fait, c'était juste des navires qui soutenaient l'effort de guerre de l'Axe, qui étaient potentiellement chargés en armes, en munitions. Il y avait une radio, donc ça inquiétait les Britanniques par rapport à l'interception de leurs fréquences, mais il n'y avait pas cette importance capitale. C'est pas en capturant 3 navires que tu vas paralyser tous les U-boats de l'océan Atlantique. C'est un peu exagéré dans le film. Très exagéré même. Bref, retour à l'histoire en janvier 1942, après des débats et des tensions en interne, hein, ça a bel et bien été le cas, la diplomatie britannique donne son accord pour cette mission qui doit rester top secrète et clandestine puisque c'est en territoire espagnol et donc en territoire neutre. La mission est lancée au soir du 14 janvier 1942. Alors, contrairement au film, ils ne sont pas 5 mais 15 membres des forces spéciales et du SOE, accompagnés, il est vrai, d'une quinzaine de locaux recrutés sur place. Ça, on le voit dans le film. Mais dans le film, ils sont 15. Hein. Ils sont une Dream Team. Dans le film, ils sont 5. Ils sont une Dream Team de 5. Alors qu'en réalité, ils étaient 15. Mais ça, c'est compréhensible. Ils n'allaient pas nous mettre une bande de 15 personnages. 5, c'était bien suffisant. D'autant qu'il fallait un minimum développer la personnalité et le skill de chacun. La mission est lancée à 23h30, en pleine nuit. Pourquoi à 23h30 ? Parce que à cette heure-là, l'éclairage public était coupé. L'éclairage public se coupait à 23h. Donc, autre différence avec le film, il n'y a pas eu de sabotage et d'explosion des générateurs pour couper le courant. Le courant, en tout cas l'éclairage public, était déjà coupé. Et oui, il y avait bien une fête organisée ce jour-là. C'était pour attirer les officiers italiens et allemands, les faire quitter le Duchessa d'Aosta, enfin le navire, pour les ramener sur terre et les distraire. Oui, une fête a bel et bien été organisée par un agent du SOE qui avait été envoyé sur place. Contre, c'était pas forcément une fête costumée avec une femme habillée en Cléopâtre et puis un nazi habillé en Jules César. Le commando va mettre 30 minutes pour s'emparer des navires et les faire sortir du port. Dans le film, il est question de les faire sauter, alors que dans la réalité, pas du tout. Il était directement question de les escorter. Dans le film, ils veulent les faire sauter, mais il y a ce fameux rebondissement et ils sont obligés de passer à un plan B. Voilà, c'était pour faire un petit rebondissement, même si encore une fois, pour revenir à la critique, on ne ressent vraiment pas cette tension, cette urgence. Mais bref, ils ont bien dû faire sauter l'ancre avec des explosifs. Et c'est ça qui a alerté les soldats et les officiers qui étaient présents à terre. C'est l'explosion des ancres. Dans le film, ça pète de partout, les générateurs, les navires, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé un personnage fictif qu'ils ont mis dans l'équipe. Hein, le spécialiste en explosifs là dans l'équipe du film, il n'a jamais existé, c'est un personnage fictif. Tout comme Richard Herron, hein, ça aussi, personnage fictif. Donc l'explosion de l'ancre alerte les troupes qui sont dans le port. Tout le monde sort, aimerait comprendre ce qui se passe, mais justement, les éclairages sont éteints, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a même la DCA allemande qui tire au pif en l'air parce qu'on pense que c'est un bombardement. Personne ne sait ce qui est en train de se passer, et lorsqu'on rétablit le courant de l'éclairage public, eh bien les 3 navires ont déjà disparu et pris le large. Donc, contrairement au film, là aussi, pas de grosse fusillade de fin. Les navires sont escortés tranquillement, et ils n'auront pas le temps d'être rattrapés. La corvette britannique Violet les attend au large et les escorte jusqu'à Lagos, au Nigeria, qui est contrôlé par les Britanniques. Et cette corvette, elle les attendait, hein, elle était là pour ça. Il n'y a pas eu d'histoire de monnaie d'échange, tiens, on vous donne ces navires et puis on finit pas en prison. Non, hein, ils étaient bien là pour cette mission, cette corvette les attendait pour ça, c'était leur job, ils l'ont fait. Donc non, hein, je le répète, contrairement au film, ils n'ont pas fini en prison et ils n'ont pas été ensuite graciés par Churchill. En revanche, oui, c'était bien une mission top secrète, donc même la marine britannique alentour, même l'état-major n'en avait pas connaissance. C'est pour ça qu'ils jouent un peu sur le fait que si on se fait attraper même par des Anglais, on est mal. Donc ça, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est que cette mission a véritablement poser les bases de la légitimité et de la réputation des services secrets et des forces spéciales britanniques qui vont opérer encore et encore dans les années à venir. Et pour finir sur le côté historique, après ça, évidemment, l'Espagne a protesté, elle a considéré ça comme une agression, voire une déclaration de guerre, et elle a menacé d'en venir aux armes. Et de son côté, le gouvernement britannique s'en est tenu à la version officielle qui, alors grossièrement, je vous la résume, c'est « Ah mince! Ah désolé, vraiment, nous on n'a rien fait, en fait, on passait par là, et puis on a trouvé ces 3 bateaux qui étaient en haute mer, bah du coup, on les a juste ramenés dans un port à nous, quoi, mais... Sorry. Voilà pour la véritable histoire de cette opération Postmaster. On voit que le film a pris beaucoup de liberté avec ça, mais c'est totalement assumé. C'est une comédie, c'est aussi pour renforcer le côté action, donc c'est pas bien grave et je vais pas lui faire ce reproche. Je voulais juste encore une fois mettre gentiment les points sur les i de l'histoire. J'ai gardé cette expression, elle est très bien. Et donc voilà, en résumé, le film reste sympathique. Hein, voilà, il a le mérite
de parler de cette mission, voire de nous la faire découvrir, et c'est ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Malheureusement, il le fait sans trop de talent. Mais c'est pas nul, hein, c'est pas un mauvais film, et on passe un moment plutôt ok. Donc si vous avez 2 heures à perdre, et que ça vous intéresse et que vous voulez passer un bon moment sans non plus être époustouflé, allez-y, hein, c'est pas un film que je vous déconseille. Je le remets juste à sa place, qui est une comédie d'action plutôt moyenne. Merci, j'espère que cette critique vous a plu et que les dernières critiques vous plaisent également. J'ai essayé de faire simple et de faire plus naturel, mais à chaque fois que j'essaye de faire une vidéo simple et naturelle, je me retrouve à écrire 7 pages de texte, hein, que j'ai sous les yeux, donc je n'y arrive jamais, hein. J'espère me libérer bientôt de tout ça, parce que je préférerais adopter avec vous un ton plus authentique et plus spontané, mais j'y travaille. Je vous rappelle une fois de plus que mes cours d'histoire en ligne sont disponibles sur mon site lagrandehistoiredefrance.fr à moins 50% jusqu'à la fin des vacances scolaires. Le lien est en description. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch, hein, si vous voulez me voir plus naturel, plus spontané et parfois même un peu trop, le lien est en description. Merci et à bientôt.